Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo où on va parler de ce que l'humanité a à offrir de pire, c'est-à-dire le génocide. L'extermination méthodique d'un peuple en raison de son appartenance religieuse, ethnique ou raciale. Il y en a eu un certain nombre au cours de l'histoire, il y en a qui font encore débat, comme le cas des Amérindiens. Quand on pense génocide, la première image qui nous vient, c'est celle des Allemands avec la Shoah, où ils ont atteint, faut le dire, un certain level dans l'horreur. Et ici, on va parler d'un génocide un peu oublié, celui qui s'est passé en Namibie, dans ce qu'on appelait à l'époque le sud-ouest africain. Et c'était déjà perpétré par des Allemands. Un génocide oublié considéré aujourd'hui comme le premier du XXe siècle, celui qui s'est déroulé de 1884 à 1911, avec un pic à partir de 1904. Et le résultat, ce sera une boucherie, avec 80% de la population autochtone qui sera exterminée par les Allemands. Un génocide qui touche deux peuples, les Hereros et les Namas. Les Hereros, un peuple présent en Angola et en Namibie, et les Namas, eux, essentiellement présents en Namibie, même s'ils sont aussi d'origine sud-africaine. Il ne faut pas voir des peuples unis, mais des clans appartenant à une même ethnie. Les deux peuples sont des pasteurs, ça ne veut pas dire qu'ils vont aller faire la messe, mais ils font de l'élevage pastoral. Et souvent, les deux s'affrontent pour l'obtention des meilleurs pâturages et meilleures prairies pour les bêtes. Alors pour les Européens de l'époque, l'Afrique c'est qu'un continent à se partager en colonies, et la conférence de Berlin de 1885 va clairement dans ce sens, avec un partage du continent entre les grandes nations. Les peuples présents, on s'en fout royalement. Tous les Européens présents en Afrique vont commettre des horreurs. Il n'y a rien de joli. Ici, le sud-ouest africain, ça a d'abord été une tentative de colonie britannique. Ils ont obtenu l'Afrique du Sud après la guerre des Boers. Ils se sont dit, ce serait cool si on obtient le pays du dessus, le sud-ouest africain. L'idée étant de créer ce qu'ils appellent une fédération sud-africaine. Mais les négociations avec les populations locales, elles échouent et ils lâchent le bébé. Une vacance de gouvernance que l'Empire allemand va exploiter. Il faut voir que c'est un empire tout neuf créé en 1870 après la victoire des Allemands sur la France. Ils jalousent un petit peu les possessions coloniales de la France et de la Grande-Bretagne et ils aimeraient bien leur place au soleil, comme ils appellent ça. Bon, en 1884, après des tractations avec les grandes nations et l'Empire ottoman, ils obtiennent l'autorisation de s'installer dans plusieurs territoires. Le Togo, l'Osta Africa, ça correspond à la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi, c'est ce qu'ils vont appeler plus tard la grande colonie de Zanzibar, le Cameroun et ce fameux sud-ouest africain, des possessions qui vont être officialisées par la conférence de Berlin. L'installation des Allemands dans le sud-ouest africain, ça passe d'abord par la création d'un comptoir en 1884. Tout ça sous le contrôle d'Adolf Lüderitz. Lüderitz qui donne d'ailleurs son nom à une ville en Namibie qui est toujours existante. Il est remplacé par Gustav Nachtigal, que Bismarck a personnellement nommé sur place et qui proclame un protectorat sur le territoire. La même année, en 1884, arrive un personnage pour le remplacer. Au nom de famille très connu, il s'appelle Heinrich Göring, c'est le père d'Hermann Göring. Alors il faut savoir qu'il y a des colons allemands qui arrivent parce qu'on leur fait croire que sur place il y a des mines d'or, mais en fait il n'y a que dalle. Il n'y a jamais eu de mine d'or. Mais les peuples locaux sont pas très ravis de l'arrivée des Allemands qui en plus leur piquent leurs meilleures terres. Face à l'arrivée des colons, il y a un Namas qui se lève, c'est Henrik Witbooi, qui fait partie du clan des Witbooi, et il va réussir à unifier les clans Namas contre les Allemands. Il faut voir que Witbooi, c'est un peu un héros national en Namibie, il est présent sur les billets de banque. Il commence une guerre de guérilla à partir de 1893. Face au danger, les Allemands envoient sur place un mercenaire en 1888, arrive pour seconder Göring, Kurt von François. Pour assurer ses arrières, Göring Poicon avait fait un accord avec un autre peuple présent sur place, les Basters de Rehoboth. Issus de relations entre Africains et colons sud-africains d'origine néerlandaise, ils font partie de la colonie originale du Cap. Ils se sentent au niveau de l'ethnie ni noir ni blanc et ils cherchent un petit peu leur terre promise. En 1872, d'ailleurs, ils l'obtiennent en partie avec la fondation de la République libre de Rehoboth. Alors, clairement, avec l'arrivée de Von François, c'est une véritable guerre coloniale qui commence contre les Namas de Witbooi, qui par 3 fois refusent de se soumettre. En avril 1893, les Allemands attaquent le QG de Witbooi, Hornkrantz, et fait entre 70 et 80 morts, hommes, femmes, enfants. Mais le chef, Hendrik Witbooi, arrive à s'échapper et lance une contre-attaque dans la banlieue d'une ville coloniale, Windhoek, en libérant au passage tous les chevaux des coloniaux.
rebelote. Von François attaque une seconde fois Hornkranz, mais cette fois, en plus, il est aidé par les fameux Bastards de Réobos. Cette fois, il en a marre de devoir attaquer tout le temps. Résultat, il occupe les lieux. Mais il se fait déloger par une nouvelle contre-attaque de Witbooi qui reprend la ville. Alors toute l'année 1893 est faite comme ça d'attaque contre attaque jusqu'en décembre 1893 où après la quatrième attaque sur leur QG, les Namas prennent une sévère raclée. Faut voir que la photo elle existe déjà à l'époque et il y a des reporters sur place qui envoient des photos en Europe. Et en Europe, la résistance de Witbooi, elle obtient une certaine sympathie. De plus en plus critiqué pour pas avoir conclu de traité de paix, Karl von François il quitte le sud-ouest africain le 15 mars 1895. Il est remplacé par Théodore Ludwig, qui a le titre de commissaire impérial, puis à partir du 18 avril 1898, celui de gouverneur. Il est militaire et son but c'est de pacifier, mais un peu plus pacifiquement, le territoire. Pour ça, il signe un traité, un accord protectoral avec le second peuple présent, les Hereros, mené par un personnage qui va leur causer des malheurs plus tard, Samuel Marrero. Un accord signé en février 1894. Bon, malgré tout, la guerre elle continue. Et le 24 février 1894, une attaque est faite sur un autre clan des Namas, les Kaoa Namas. On capture leur chef Andrea Lambert, qui est exécuté le 19 mars. Son successeur accepte, lui, de signer un traité avec les Allemands, un traité de protectorat. Du côté des Namas, Hendrik Witbooi s'est réfugié dans les montagnes de Knockluft. Et le 27 août 1894, les Allemands décident de l'attaquer dans ces montagnes. Mauvaise idée, les Allemands y perdent 27% de leur armée, ce qui permet à Witbooi d'obtenir une reddition, mais pas sans condition. Les Namas ont le droit de conserver leurs armes et leur autonomie. Pour éviter une révolte des Hereros, en décembre 1894, les Allemands leur dessinent un territoire, le Hereroland. Bon alors pendant 10 ans, la paix elle règne plus ou moins, jusqu'en 1904. Les Namas deviennent de plus en plus des auxiliaires militaires des Allemands. Ils remplacent comme auxiliaires les Hereros, qui sont de plus en plus énervés contre les Allemands parce que les Allemands les privent de leurs esclaves, d'une tribu appelée les Damaras. Les Hereros ont obtenu un territoire, d'accord, mais la colonisation par les Allemands, elle continue. Et ils perdent quand même de plus en plus de terres. Notamment, ils ont un problème, c'est que l'installation des Allemands, ça leur empêche de faire de la transhumance avec les bêtes. Et de surcroît, ces fameuses bêtes sont victimes d'une peste bovine. Celui qui avait signé avec les Allemands, Samuel Marrero, soulève le peuple Hereros contre les coloniaux. Il y a eu quelques soulèvements en 1903, notamment avec l'aide du peuple Khoi, mais la grosse rébellion se passe en 1904. Il attaque la colonie de Okahandja et détruit toutes les lignes de communication, les chemins de fer, il massacre les colons, mais par contre, il épargne les femmes et les enfants. Une rébellion à laquelle les Namas, toujours conduits par Witbooi, se joignent avec plaisir. À Berlin, quand on apprend ça, on voit rouge. On décide de ne pas lésiner sur les moyens pour calmer tout ça. Les colons s'organisent pendant 5 mois jusqu'à l'arrivée de renforts, c'est-à-dire 6 navires de guerre, 15 000 soldats, des canons, des mitraillettes, 500 000 marks or, et pour diriger tout ça, un général intransigeant et un peu brutal, Lothar von Totha, qui a déjà maté la révolte des Boxers en Chine et qui revient d'avoir pacifié le Togo. Un général qui a obtenu le doux surnom du requin. Pendant 4 mois, von Totha fait rien. Il observe, il fait 2-3 tirs de sommation pour effrayer la population. Mais ça va changer en octobre, où aux sources Tokamakri va débuter la bataille de Waterberg. De 3 côtés différents, il entoure les Hereros et il mitraille à tour de bras. Tout le monde meurt, hommes, femmes, enfants, un vrai bain de sang. Les survivants essayent de fuir dans le désert de Kalahari. Alors pour ceux qui ont réussi à fuir, les Allemands ont prévu le coup. Ils ont empoisonné tous les points d'eau. Ils ont posté à intervalles réguliers des points de contrôle avec des soldats qui ont pour ordre de tirer à vue sur tous ceux qui voient. Hommes, femmes, enfants, on s'en fout, on tire. Entre ceux qui sont morts de l'attaque et ceux qui sont morts dans le désert, on a 65 000 morts. Sans compter ceux qui sont prisonniers. On crée alors 6 camps d'internement pour les quelques prisonniers qui ont été épargnés. Chaque prisonnier a un tatouage sur le bras avec marqué GH, c'est-à-dire Gegerner Hereros.
prisonniers Héréros. On estime à environ 7800 le nombre de personnes capturées et il n'y en a que la moitié qui vont sortir. La plus grande des prisons, elle s'appelle Shark Island, où sur 3500 personnes prisonnières, il n'y en a que 200 qui vont ressortir vivantes. Dans les prisons, c'est travail forcé. On les met à la construction de voies de chemin de fer, de lignes de communication, et on retrouve ce qu'on va retrouver plus tard sous le Troisième Reich, avec des expériences scientifiques, notamment certaines menées par Eugen Fischer, qui sera le professeur d'un certain Joseph Mengele, qui sera le médecin nazi, généticien d'Auschwitz, qui va être condamné pour avoir fait des expériences horribles sur les juifs. Son professeur, Eugen Fischer, aura fait pareil quelques années auparavant. Les Allemands entament une campagne de désinformation totale dans la presse. Ça fuite quand même, notamment via des reporters britanniques comme William Wilson, basé au Cap, qui arrivent à obtenir pas mal de photos. Et des échos sont aussi présents dans la presse de gauche allemande, qui est très virulente à l'époque. Les Allemands, après ça, perdent tous leurs appuis politiques sur place. Même leurs alliés d'autrefois, les Bastards de Rehoboth, ne veulent plus entendre parler d'eux, ne veulent plus les aider. Les Héréros sont victimes d'un véritable massacre, et du côté des Namas, qui eux aussi ont subi le mouvement de rébellion, Vantota cherche Witbooi, qu'il arrive à retrouver après 3 mois de recherche. Witbooi qui va mourir le 29 octobre de 3 balles dans le corps. Samuel Marrero, lui, avait réussi à fuir de justesse dans une colonie britannique, le Bechuanaland. Il va y mourir d'ailleurs en 1923. Le chancelier Bernhard von Bülow demande à Guillaume II, l'empereur, de démettre Vantota. Mais l'empereur ne le fait pas, à la place il lui envoie un adjoint pour essayer de le calmer, Friedrich von Lindekicht. Vantota finit quand même par partir le 19 novembre 1905. Friedrich von Lindekicht essaye de négocier plus pacifiquement avec les Namas qui sont présents dans la rébellion mais moins belligérants. Il obtient comme ça des accords et des traités de protectorat. Le 7 janvier 1908, l'empereur Guillaume II fête son anniversaire et comme cadeau, il décide de gracier les Namas et les Héréros. Après, faut dire aussi que il a réfléchi et il s'est dit « Merde, je suis quand même en manque de main d'œuvre sur place à force de buter tout le monde. » Le territoire est en paix à partir de 1911. Même si la colonisation reste d'actualité, car en 1911, on découvre sur place des mines de diamants. On considère qu'il reste à l'époque 15 130 Héréros, soit 20% de la population d'avant 1904. 80% de la population exterminée par les Allemands. Du côté des Namas, le constat est lourd aussi, c'est-à-dire qu'on compte environ 20 000 morts, que ce soit des conditions de vie ou alors dues au combat. Je le répète, les Allemands en Afrique, c'est pas les seuls à avoir fait des horreurs. Nous Français, on n'est pas sans être à blâmer. Les Belges au Congo, c'est une tuerie. Les Britanniques avec la guerre des bourses notamment, c'est aussi une vraie tuerie. D'ailleurs, le mot camp de concentration, pour la première fois, c'est les Anglais qui l'ont utilisé pendant la guerre des bourses, la seconde. Même si l'origine du mot, c'est une origine espagnole et ça vient des camps de Cuba. En Allemagne, le génocide a été reconnu par le gouvernement allemand. Le débat repose sur des indemnités à verser ou non à la Namibie en réparation. En 2008, les Namibiens ont demandé au gouvernement allemand de leur rendre les squelettes du génocide présents dans les universités, ce qui a commencé à être fait à partir de 2011. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Je suis aussi sur TikTok et sur Twitch. N'hésitez pas à me suivre. Merci beaucoup.